Tiens, c'est ça, ça tire. Et alors, je suis passée devant et une fois j'étais passée devant, j'avais trouvé le chapitre. Si vous voulez bien vous lever, nous rejoindre ici dans le hall d'entrée, nous ferons une petite introduction en hommage à Erik Satie avec le groupe Rare and 20, un groupe de rock'n'roll, mais un peu de Satie dans un monde de rock'n'roll, non? Arcueil, Cachan, destination. Ne loupez pas la correspondance sur le Faniez mineur. Texte de Blaise Sandra. Sandra, Blaise, un ami. Malgré la longueur du trajet des souterrains, je m'en retournais. Montaigne où j'habitais, dans la bouche d'un grand collecteur, avec les égoutiers, les amis, pour émerger dans les carrières de Montrouge. À Horte d'Orléans, sortant des catacombes de Paris pour m'engager dans cette sente qui traverse les terrains vagues. Vague direction d'Arcueil, où je pensais pouvoir surprendre un jour Erik Satie chez lui. J'ai tenté plusieurs fois l'aventure, mais chaque fois, Erik ne répond pas à mes appels. Pas plus qu'il n'a jamais ouvert la porte à personne de son vivant. L'homme au cul de poule et parapluie, le bon maître chef d'école, le plus grand musicien français, le plus moderne, le seul musicien dont on n'est pas obligé d'écouter sa musique d'ameublement en se tenant la tête entre les mains. Le membre du Parti communiste. Aucun artiste d'avant-garde n'en faisait partie, sauf lui, chef de l'Orphéon, d'Arcueil, Cachan, défendant son indépendance vis-à-vis de ses amis, des importuns de Paris. Hey, passe-neuf pour un sou, comme Cézanne, ayant horreur qu'on veuille lui mettre le grappin dessus. Ça va les filles? À son âge mûr, comme au temps de sa jeunesse, quand il tenait le piano du Chat Noir, pas homme à épater le bourgeois. Et chaque fois, je m'en retournais, non pas déçu, mais amusé. Par cette mentalité typique de banlieusard, je m'en revenais sur mes pas en flânant, m'engageant dans de nouvelles sentes mal tracées à travers des jardinets qui descendaient jusqu'à la Bièvre. Et l'autre rive, dans de nouvelles rues, avenue à moitié construite bordée de pavillons qui menaient à la gare Gentilly, où je prenais le train pour rentrer, débarquer, gare du Luxembourg, j'étais sûr
mais sûr de rencontrer Satie à proximité, de passer la nuit avec lui à la terrasse d'une brasserie, Boulmiche, à Montparnasse. Épisode numéro 1, mais que s'est-il passé dans cette chambre d'accueil où vivait Monsieur Satie? Vax! Nous avons forcé cette porte. Nous sommes entrés dans une chambre misérable. Il y avait un lit de fer sur lequel il y avait des couvertures SNCF. Pas de drap, partout la poussière, absolument extraordinaire. Nous avons eu l'impression d'étouffer et nous avons essayé d'ouvrir la fenêtre, mais nous n'avons pas pu y arriver. Parce qu'il y avait des années de poussière qui la bloquaient. Et nous avons regardé un petit peu partout et nous avons été saisis par la pauvreté. La misère de cet antre, c'était tellement énorme que ce n'était plus de la saleté. On avait l'impression d'être dans une immense toile d'araignée. Un musicien vient de mourir, qui fut un précurseur dont la destinée fut singulière et mélancolique. Ignoré du public et traité avec indifférence, par ses pairs il a quitté la vie au moment où la gratitude des hommes allait vraisemblablement accomplir son œuvre et lui ménager de cruelles déceptions. Peut-être y a-t-il mis le meilleur de lui-même, quelque chose de lui. Peut-être dans cette chambre, y a-t-il mis le meilleur de lui-même, quelque chose de lui qu'il ne nous avait pas encore donné. Je voudrais juste, avant de passer à la prochaine, je voudrais juste sur la première gymnopédie d'Éric Satie, c'était un texte de Sandra, et sur cette valse qu'il avait écrit pour la seule amoureuse de Valadon, Suzanne, la peintresse qu'il avait rencontrée, c'est un texte de Jean Vienner. Ce sont des bouquins qui s'achètent en pharmacie. Gnossienne, texte de Stéphanie Calfon, et parapluie d'Éric Satie. Il était une fois Arcueil. Mais que s'est-il passé dans cette chambre d'Arcueil? Arcueil, l'eau verte, l'espérance. Arcueil pour accueillir quelques musiciens. C'est pour ça qu'en hiver, tu verras des tas de petits singes prendre le RER pour remonter vers Arcueil. Deux pianos, l'un tout cassé, l'autre rempli de partitions. Table montée sur des tréteaux. Sous la poussière, 3 chaises, un fauteuil. Un lit disparaissant sous les papiers. Multitude de faux cols presque neufs. Vieilles chaussettes, chaussures, chapeaux, journaux. Des piles de vêtements neufs. Piles de papier, 14 parapluies identiques. Mais que s'est-il passé dans cette chambre? Sans le vouloir et sans y croire, tu te rapproches vers le noir.
Sans un couloir et sans espoir, tu t'enfonces dans ton plumard. Sans la mémoire et sans savoir, sans un regard et sans histoire, tu tombes à la venue du soir, toute couche à la date butoir. Pas plus qu'un tout petit avoir, un nœud sur un coin de mouchoir, comme un trou dans le réservoir. Les souris sont dans le placard, sans peine personne au parloir, sans neige sur le corbillard. Si peu de cire sur le bougeoir, les chats de Montmartre vont boire. Hé, t'es parti, Satie, mon kiki? Allez! T'es parti, Satie, mon kiki. Bonjour, monsieur Satie, ça va? Oh là, ouais, bonjour. Moi, j'aime mieux le soir que le matin, si vous le permettez. Le soir est moins matinal, c'est connu, non? Robert. Bonsoir, monsieur Satie, ça va? Oh, ça va. Souvent, je regrette d'être venu dans ce bas monde. Je suis seul comme un orphelin ou comme un ver de terre, sans amis, pour me tenir en société. Eh, autant, monsieur Satie. Comment ça? Oui. Ça a commencé? Quand vous assistez à cette féerie quotidienne qu'est la mort ou la naissance du soleil, avez-vous jamais eu la pensée d'applaudir? Bonjour, monsieur Satie, ça va? Ah non, moi c'est Tati, petit, pas Satie. Jacques, Tati. Ah oui, désolé, monsieur Tati. Oh, il n'y a pas de mal, petit, Satie, Tati, Tati. Tout le monde peut se tromper. Et si vous croisez Satie, saluez-le de ma part. Sur une musique de Gérard Joannet, Jacques Brel et Marcel Azolin. Toi si t'étais le bon Dieu. C'est dans le journal d'Arcueil-Cachot, dans la rubrique de la quinzaine des sociétés que Satie exerçait ses talents par des entrepilets non signés qui innovaient assurément dans la publicité. L'avenir d'Arcueil-Cachot journal, organe du Parti radical et socialiste. Avez-vous des idées noires? Des brûlures dans le creux de l'estomac? Vite, courez, rue Émile Raspail, 60, chez l'ami Jacob. Mordu par un singe n'est pas aussi agréable que d'aller rue Émile Raspail, chez l'ami Jacob, où se tient le cours de danse de Marguerite. Prenez froidement une parcelle de Lyon à la nouvelle société d'épargne, l'Aqueduc. Toi si t'étais le bon Dieu, tu ferais valser les vieux. Toi, toi si t'étais le bon Dieu, tu allumerais des balles
que 60 rue Émile Raspail. Vous serez reçu à Arcueil par monsieur Olivier Jacob, directeur du plus grand cinématographe du monde entier. Comique, grand drame, voyage, féerie, films artistiques, que sais-je encore. Prix spécial pour les familles de plus de 100 personnes. Toi, si t'étais mon Dieu, tu ne serais pas économe de ciel bleu. Mais tu n'es pas le bon Dieu. Satie, toi tu es beaucoup mieux. Tu es un homme. 60 rue Émile Raspail. C'est en somme à Arcueil, dans cette petite communauté, que l'excentrique de Montmartre, le misanthrope qui sa vie durant a défendu à quiconque la porte de son logis, a acquis avec vous la vie de la vie en société. Mieux encore, c'est ici, à Arcueil, qu'il a fait l'apprentissage de sa vie politique socialiste. Merci. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, donc, le théâtre et la mairie d'Arcueil nous a demandé si on voulait participer. Nous avons dit oui, déjà d'emblée. Et nous sommes très heureux d'avoir fait l'accueil dans ce hall d'entrée parce que après vous allez pouvoir entrer dans la salle. Il y a un petit garçon qui s'appelle Léon. Il a 10 ans. C'est dégueulasse, il sait déjà jouer du piano. Il avait participé l'année dernière au BOF, soutien, ça tient. Et il va vous recalencher la gymnopédie numéro 1 avec un peu plus de sensibilité, de toucher sur les blanches et les noires du piano. Bonne soirée. Et il y a du monde, donc ça c'est très très joli. Messieurs, allez, on y va, on rentre dans le noir. On s'enfonce dans la salle. Merci à vous.
C'était très connu à l'époque, c'était chanté par Yvonne Printemps. Une de mes idoles. J'ai compris dans les traces chameau, et je sade à tes voix, tellement la maîtresse, moi le poule aux
Et du coup... Et alors Alors, une petite chanson de Kurt Weill, qui est un peu plus tardive, hein, c'est pas exactement Erik Satie, mais on est dans l'esprit cabaret. Vous allez la reconnaître, je pense que c'est un air célèbre. c'est une mélodie qui a eu son succès, puis le temps passe. C'est presque au bout du monde, ma barque vagabonde, errant au gré de l'onde, m'y conduisit un jour, l'île toute petite, mais la fée qui l'habite, gentiment nous invite. C'est
Ces deux airs étaient sur des paroles de Contamine de la Tour, un grand ami de jeunesse d'Éric Satie, un illuminé certainement, qui se disait descendant de Napoléon. Alors c'est lui qui a composé cette mélodie sur les anges un peu évanescentes, et puis ces paroles, pardon, sur les paroles évanescentes sur les anges, et cet hommage à Sylvie. Car effectivement, comme on l'a entendu dans le groupe RN20 tout à l'heure, le seul amour connu d'Éric Satie, c'est la fameuse Suzanne Baladon. Il n'a duré que 6 mois, de janvier à juin 1893. Voilà. Alors on passe au troisième morceau. Il s'appelle Daphénéo.
J'aime énormément, il est bien postérieur, il date de 1916, et les paroles sont d'un certain monsieur God, G-O-D, Dieu. Et je vais vous les dire quand même pour que vous en saisissiez la subtilité. On va bien sûr entendre Hélène Ritter les lire, mais tout est fait sur un jeu de mots. Dis-moi, Daphénéo, quel est donc cet arbre dont les fruits sont des oiseaux qui pleurent? Cet arbre, Chrysaline, est un noisetier. Un noisetier. Ah! Je croyais que les noisetiers donnaient des noisettes. Daphénéo. Oui, Chrysaline, les noisetiers donnent des noisettes, mais les oisetiers donnent des oiseaux qui pleurent. Ah! Voilà. L'omnibus automobile, c'est une chanson de 1905. La première ligne d'omnibus automobile, qui faisait suite aux omnibus hippomobiles, s'est ouverte en 1906, donc, de Montmartre à Saint-Germain-des-Prés. Alors, je ne sais pas ce que faisait M. Vincent Ispa, l'auteur de ces lignes, sur la place Pigalle. En tout cas, il me semble qu'il a eu peur et qu'il a composé cette chanson, enfin composé, écrit cette chanson, qui est un peu, il me semble un peu enfantine dans les termes, et un peu libertaire. Bon, pourquoi pas, hein? Maestro? C'était pendant l'horreur du 14 juillet. Il faisait chaud, très chaud, sur la place Pigalle. Un gros ballon sans bruit, gravement ambulait par la route céleste, unique et nationale. Il faisait soif, très soif, et le petit jet d'eau, esclave du destin, montait de bas en haut. Il était environ 9h35, la douce nuit venait de tomber avec grâce, et le petit jet d'eau pleurait sur le bassin lorsque je vis passer au milieu de la place un omnibus automobile, entendez-vous, avec de grands yeux verts et rouges de hibou.
L'omnibus était vide et l'écriteau complet affichait sur fond bleu c'est cette lettre de flamme. Je suivis au galop le monstre qui passait en écrasant avec des airs d'hippopotame des femmes et des enfants, des chiens et des cerveaux, des députés et des tas d'autres animaux. Enfin, il s'arrêta, place de l'Opéra, et je vis qu'il était chargé de sacs de plâtre. Ces sacs, me dit le conducteur, ces sacs sont là pour remplacer le voyageur acariâtre. Nous faisons des essais depuis plus de 20 mois. Et ces sacs sont pour nous autant de gens de poids. Mais pourquoi dis-je au bon conducteur de l'auto qui venait d'écraser ces piétons anonymes? Pourquoi ces sacs plutôt que ce cher populo? C'est, me répondit-il sur un ton de maxime, c'est, voyez-vous, pour éviter des accidents de personnes qui pourraient bien naître dedans. C'était pendant l'horreur du 14 juillet. Il faisait chaud, très chaud sur la place Pigalle. Un gros ballon sans bruit gravement ambulait par la route céleste, unique et nationale. Il faisait soif, très soif, et le petit jet d'eau, prisonnier du destin, montait de bas en haut. J'aurais dû vous prévenir qu'il y avait 6 couplets. Toute une histoire. Nous allons passer ensuite à Air du poète, un des 5 ludillons qui ont été créés en 1923. Alors, il est indiqué sur la partition « grave ». On connaît ce mot aujourd'hui. Grave. On va essayer de le faire grave. Au pays de Papouasie, j'ai caressé la Papouasie. La grâce que je vous souhaite, c'est de n'être pas papouette. Et nous allons terminer par le chapelier. La mélodie était un peu tendue et élevée pour ma voix. J'ai donc décidé de le faire en slam. Je ne suis pas un spécialiste du slam, mais
On va le dire d'une certaine façon. Et ça vaut le coup d'être écouté. Ah ben, un peu de respect. Bon, allons-y. Le chapelier s'étonne de constater que sa montre retarde de 3 jours. Bien qu'il ait eu soin de la graisser toujours avec du beurre de première qualité, mais il a laissé tomber des miettes de pain dans les rouages. Et il a beau tremper sa montre dans le thé, ça ne la fera pas avancer davantage. Oh! Le chapelier, quelle idée, quelle idée! Pourquoi n'a-t-il pas essayé avec du beurre banal, de la margarine, ou peut-être de la tremper dans le café, ou que sais-je? Ça aurait mieux marché.
Just I feel
Alors, c'est moi qui je suis né le même jour de Satie, bien sûr. Ça, il s'installe à l'accueil. Oui, un petit peu plus tard. Et pour ça, je suis ici en accueil. Alors, avant-dernière pensée, 3 pièces. Idylle, première, Obade, deuxième, et méditation. Je présente une jeune fille, Bogdana, qui est venue avec Rondelle à un petit village d'Ukraine. Elle est maintenant chez nous, elle a commencé un petit peu
étudier leur chant. Et c'est étonnant que dans cette courte période, il a réussi d'étudier en langue française qu'il ne connaissait pas. Et elle vous chantera, nous avons déjà entendu, par Daniel, Elle du poète. C'est une pièce plus courte qui existe. Et je voudrais bien que vous écoutiez Bogdana avec Elle du poète. Ok, non, vous voyez, mettre Bogini. Le sorcier et son apprenti. Il était une fois un paysan qui avait un fils unique. Lequel un jour dit à son père: Mon père, que deviendrons-nous? Je ne peux plus vivre ainsi. Je vais aller de par le monde pour y apprendre un métier. Le père essaya longuement de le dissuader, lui représentant que toute vie avait aussi ses peines et ses soucis. Et comment abandonnerait-il son père à la solitude? Mais le fils ne se laissant en rien détourner de son idée, en désespoir de cause, le père lui permit de partir pour son apprentissage. Ainsi, le fils s'en alla-t-il à travers le vaste monde pour y apprendre un métier. Chemin faisant, il découvrit une rivière et près de la berge rencontra un homme, un ami vert, qui lui demanda: Où vas-tu? Et le garçon lui répondit: Je suis parti de chez moi pour chercher un maître afin d'apprendre un métier. L'homme aux habits verts proposa: Je suis maître moi-même. Viens donc chez moi et apprends le métier si le cœur t'en dit. Le garçon saisit l'occasion et se joignit à l'homme.
Il marchait encore le long de la berge. Tout d'un coup, le maître sauta dans l'eau et se mit à nager. Viens, plonge à ton tour et apprends à nager. Viens. Le garçon expliqua qu'il n'osait pas, qu'il redoutait de se noyer. Ne crains rien et plonge. Alors le garçon sauta dans l'eau et nagea de front avec son maître. Par le cou et la tira vers le fond. Car c'était un sorcier. Il emmena le garçon dans son palais et le confia à une vieille chargée de son instruction. Puis le sorcier s'en retourna à la surface. Après son départ, la vieille demeurait seule avec le garçon, lui confia. Que cet homme est un maître comme sont tous les maîtres du monde d'où tu viens. Mais non!
être comme les autres. Car c'est un sorcier. Moi aussi. Il m'a trompé, arraché à notre monde et entraîné jusqu'ici. Pourtant je suis comme toi, une âme baptisée. Et maintenant écoute-moi bien. Je t'enseignerai toutes les finesses de son métier. Mais à chaque fois qu'il te demandera si tu as appris quelque chose, réponds-lui que non. Si toutefois tu veux te débarrasser de lui et retourner dans notre monde. Quelque temps après, le sorcier revint et interrogea le garçon. Qu'as-tu appris? Je n'ai encore rien appris. 3 années passèrent ainsi. Et à chaque fois que le maître demandait à l'apprenti ce qu'il avait appris, celui-ci répondait toujours rien. Un jour, le sorcier une nouvelle fois lui posa la question. As-tu appris quelque chose? C'est-à-dire que non seulement j'ai encore rien appris, mais en plus j'ai oublié tout ce que je savais auparavant. Alors le sorcier se mit en colère. Si tu n'as rien appris jusqu'à présent, alors tu n'apprendras jamais rien! Sauve-toi là où te portent tes jambes et où te mènent tes yeux! Comme le garçon savait déjà le métier de sorcier sur le bout du doigt, il sauta dans l'eau et remonta vite sur la rive, et il retourna droit chez son père. Lorsque celui-ci le vit arriver, il se précipita pour l'accueillir. Pour l'amour de Dieu, où étais-tu, mon fils? J'ai appris un métier. Quelque temps plus tard, il y eut une foire au village voisin. Père, allons à la foire. Et avec quoi, mon fils, si nous n'avons rien à vendre? Ce n'est pas à toi de t'en inquiéter, lui répondit le fils. Et ils partirent au marché. En chemin, le fils expliqua. Quand nous serons près de la foire, je me transformerai en un beau cheval, si beau que tous les chalands l'admireront. Alors, mon maître viendra l'acheter et te donnera le prix que tu lui demanderas. Ne t'amuse pas à lui confier les rênes du cheval, mais dès que tu auras reçu l'argent, fouette-en la tête. Lorsqu'ils furent aux abords de la foire, le fils se transforma en un cheval
sans pareil. Et tous les gens l'entouraient, se regardant du coin de l'œil, car personne n'osait en demander le prix. Et voici qu'arriva le maître. Il s'était changé en marchand. Et il interrogea le vieillard. Je veux acheter ce cheval. Dis-moi, vieil homme, combien en coûte-t-il? Le vieil homme fixa son prix. Mais sitôt l'argent reçu, il ôta les rênes de son cheval et les fouetta par terre. À l'instant même, disparurent et le cheval et l'acheteur. Alors le père retourna chez lui avec l'argent. Et il retrouva son fils. Plus tard, lorsque revint l'époque d'une foire, le fils à nouveau dit à son père: Père, allons à la foire! Celui-ci ne le mit plus en doute, mais se mit aussitôt en route pour le marché. Lorsqu'ils furent aux abords de la foire, le fils l'avertit: Je vais me changer en boutique. Une baraque pleine de marchandises, et il n'y en aura pas de plus jolie ni de plus belle sur tout le marché. Cette fois encore, personne ne pourra l'acheter. Alors, mon maître viendra et te paiera le prix demandé. Surtout, ne t'amuse pas à lui confier les clés de la boutique. Mais dès que tu auras reçu l'argent, frappe des clés par terre. Ainsi fut fait. Et voici qu'arriva le maître. Il s'était changé en marchant comme la fois précédente. Et il interrogea le garçon. Combien? Le prix fixé par le vieux était surfait. Pourtant, le marchand paya. Et sitôt qu'il eut reçu l'argent, le vieux frappa des clés par terre. À l'instant même, disparurent et la boutique et l'acheteur. La boutique se transforma en pigeon et le sorcier en un épervier qui se mit à le traquer. Pendant cette poursuite de la fille du tsar, je sortis devant son palais pour les observer. Subitement, le pigeon s'abattit dans sa main et s'y métamorphosa en bague. Alors, le sorcier tomba à terre, se changea en homme, alla chez le tsar et lui demanda de l'accepter à son service. En échange, il ne demandait rien, ni nourriture, ni boisson, ni vêtements. Seulement la bague que la princesse portait à son doigt. Le tsar l'engagea et lui promit satisfaction. Ainsi, l'homme servait le tsar. Et la princesse portait sa bague, qu'elle aimait beaucoup. Car si pendant le jour c'était une bague, pendant la nuit, c'était un beau jeune homme qui lui disait: le jour où on voudra me séparer de toi, ne me confie aux mains de personne,
lentement par terre. Les 3 années écoulées, le tsar se rendit chez sa fille et la pria de lui rendre sa bague. Feignant la rage, elle la jeta par terre. Alors, la bague se brisa et des grains de millet en jaillirent et s'éparpillèrent sur le sol. L'une d'elles alla rouler jusque sous la botte du tsar. Mais instantanément, le serviteur se changea en moineau et se mit à picorer le millet en toute rate, et quand il eut tout becqueté, il alla chercher le dernier grain sous la botte du tsar. Mais subitement, un chat en bondit et lui tendit le cou.